regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Étant petite comme ça, avec 2 enfants, vraiment. Si j'avais connu l'association, peut-être, je ne serais pas comme ça. D'abord, je suis orpheline de père. Je vivais à Port-Boué chez ma cousine. Et c'est là-bas que je peux dire que j'ai contenté ma grossesse. Je n'ai jamais voulu devenir mère à mon jeune âge. Je n'ai jamais aussi voulu être dans un foyer à l'âge de 20 ans. Je peux dire que c'est une situation qui est arrivée en griffe, qui a fait que je me sentais obligée. Parce que je ne voulais pas vraiment sincèrement ce foyer-là. Celles qui, pour la plupart, ne sont pas allées à l'école, vraiment, elles manquent d'informations. Et là, elles sont obligées d'aller chercher l'information dehors. Par exemple, lorsqu'on leur parle de planning familial, elles trouvent que si elles se mettent sous planning, elles ne vont plus faire d'enfants. Elles s'appellent Mawa, Olivia, Agnès ou Déborah et font partie de ces adolescentes, souvent mineures en rupture familiale, qui zonent dans les bidonvilles d'Abidjan. Orphelines pour la plupart, elles se retrouvent sans repère et par ignorance tombent dans la maternité précoce, les grossesses non désirées et l'avortement clandestin qui vire parfois au drame. Commence alors une vie de souffrance dans une société qui les rejette et les culpabilise. Entre remords et lutte pour la survie, elles s'ouvrent à nous. Auparavant, je découchais et je dormais partout. Parce que si j'étais restée avec mon père jusqu'à présent, il serait à côté de moi. Mais je remercie Dieu de m'avoir donné une maman qui prend soin de moi. Si je pouvais rattraper le temps. Des larmes inondent son visage frêle, ses doigts entrecroisés et ses paumes serrées l'une dans l'autre. À 19 ans, Mawa est déjà mère d'un petit garçon de 2 ans. Après un accident de route qui l'a rendue boiteuse en 2018, l'orpheline de père arrête l'école en classe de 6e. Dès lors, elle débute une aventure avec une bande d'amis qui l'entraîne dans l'univers sexuel. 3 ans plus tard, la jeune fille tombe enceinte, une grossesse qui va bouleverser sa vie. D'abord, j'étais à Bobo. Je suis une de mes tantes quand j'ai connu le père de mon fils. Tu partais à l'école en sortant? Non. Quand j'avais arrêté l'école. Quand j'ai fait mon accident, à cause de la cicatrice et puis la manière de marcher, j'avais un peu honte que mes camarades se moquent. Quand je suis tombée enceinte et je suis restée là-bas jusqu'à l'accouchement. Je n'étais pas mariée, j'ai voulu, donc j'ai regardé. On nous a parlé de planning familial, donc j'ai décidé de prendre une méthode qui est l'implant. Ils m'ont proposé ça à l'hôpital là-bas, puisqu'on m'a dit que j'étais encore jeune et que je pouvais prendre une planning familiale pour me protéger. Avant, je ne savais pas, maintenant j'ai appris celui-là, donc je fais de mon mieux. Est-ce que tu as un regret aujourd'hui? Oui, j'ai un regret. Auparavant, je découchais, je fuyais de la maison. Jusqu'à ce que mon papa était malade, je ne savais même pas. Si j'étais restée avec mon papa jusqu'à présent, il serait à côté de moi. Donc si je peux dire quelque chose à quelqu'un, c'est de rester près de la famille. Arrêtez de regarder les fausses camarades et les suivre pour dire que parce que ma camarade fait celui-là, je veux faire celui-là. J'ai compris cela, donc maintenant je marche tout de suite, j'ai plus de camarades. Il fait 20 degrés ce mercredi matin de septembre. Une fine pluie arrose le quartier paillé à Zito, un gros bidonville situé entre les communes de Cocody et Adjamé. L'endroit est lugubre et jonché d'eau usée. Je me trouve parmi cette population de petits marchands informels, de gardiens de propriété ou encore de domestiques. C'est ici que Mawa vit avec sa mère, dans cette maison moins éclairée d'à peine 200 mètres carrés. Aujourd'hui rongée par le regret, elle tente de rattraper ses erreurs en vendant des perles traditionnelles pour faire face aux charges familiales. L'histoire de Mawa est celle de la plupart des jeunes filles déscolarisées des bidonvilles de la capitale ivoirienne qui bien souvent ignorent tout de la sexualité. Parler du cycle menstruel, des premiers rapports sexuels, de planification familiale reste tabou dans les familles et les cas de grossesse ne cessent de prospérer. Donc là, on se dirige vers... On va vers la mosquée. Il y a une autre jeune fille là-bas qui a moins de 24 ans, mais qui est fille-mère, 2 enfants. Aujourd'hui, elle se retrouve seule à prendre soin de ses enfants-là.
Guy Constant Kwame travaille pour l'ONG Ogradi dans le district de Cocody-Bangéville. L'organisation a des équipes dans les quartiers précaires d'Abidjan. Les hommes et les femmes qui y travaillent mettent l'accent sur l'éducation sexuelle et l'autonomisation des jeunes filles. Actuellement, Ogradi est sur le projet Dreams qui vise déjà à la réduction du taux d'infection au VIH au niveau des jeunes filles de 10 à 24 ans, les questions de santé reproductive des jeunes filles. C'est-à-dire la stratégie au niveau de la mise en œuvre, c'est qu'on les confie à des grandes sœurs. C'est des jeunes dames qui déjà sont des modèles dans leur communauté et qui ont suivi des formations sur la santé sexuelle et reproductive. Donc du coup, c'est elles qui sont chargées de pouvoir amener ces jeunes filles-là à devenir aussi autonomes. Elles ont des cohortes de 30 filles. Donc là où elles s'en vont les chercher, c'est dans les bars, les maquis, et aussi dans les hôpitaux pour celles qui viennent pour faire peut-être certains services auprès des sages-femmes et autres. Elles peuvent avoir le temps d'écouter, d'échanger avec ces jeunes filles-là sur les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs différents ménages. À Petit Boaké, une autre favela de la Riviera 2, au nord d'Abidjan. Ici, les familles peinent à s'offrir 2 repas par jour et beaucoup de jeunes déscolarisées, livrées à elles-mêmes, sont sexuellement actives. Olivia Comenan, 19 ans et mère de 2 enfants, réside dans un des studios exigus de cette cour commune. Enceinte de son premier garçon à 15 ans, elle a été blâmée par son père. La situation a empiré lorsque la 2e grossesse est survenue. Bonjour. Bonjour. Raconte-nous un peu, Olivia, comment es-tu arrivée à avoir ces 2 enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Par naïveté et puis aussi mauvaise fréquentation. Nous les jeunes filles, quand tu commences déjà à avoir un gars et puis tu l'aimes bien, tu te dis déjà au foyer, tu te vois déjà pour une grande dame déjà. Donc du coup je peux dire qu'à la première grossesse c'était de moi-même et puis au plus je voulais prouver à mes parents que déjà j'étais une grande fille, que c'était pas le cas. Voilà, et puis bien vrai que le gars avait accepté la grossesse, mais financièrement c'était pas ça puisque il ne travaillait pas. Après, quand j'ai pris la 2e grossesse là, il y a eu la séparation des papas et maman. Je me suis retrouvée coincée ici avec les enfants. Vraiment c'était compliqué. Puisque maintenant tu dois relever d'efforts pour subvenir aux besoins de 2 personnes, plus toi-même là. Je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Parce qu'il me dit aussi, si j'avais connu l'association, peut-être même que je n'aurais pas des enfants. Voilà. Aussitôt? Oui, aussitôt. Peut-être dans le mariage là, oui, mais étant petite comme ça avec 2 enfants, vraiment, si j'avais connu l'association, peut-être je ne serais pas comme ça. À la suite de ces 2 grossesses qu'elle regrette amèrement, Olivia a bénéficié d'un contraceptif sur conseil de Rosine Tina, une mentor de l'ONG Ogradi qu'elle a rencontrée. Lors de la phase de documentation sur le terrain, l'organisation, à travers son projet Drums, a relevé des cas extrêmes de violences sexuelles et grossesses chez les filles de 10 à 24 ans dans cette zone. C'est quoi la particularité ici avec les filles de votre zone? Bon, avec notre fille à Petit Boaké ici, c'est que nous avons plusieurs cas. Nous avons des jeunes filles qui ont des enfants qui sont filles-mères. Nous avons des jeunes filles au niveau de la maltraitance sexuelle. Nous avons rencontré des cas extrêmes. Dans ce cadre-là, c'est pourquoi nous faisons ESC. Ce qui veut dire l'éducation sexuelle complète de la jeune fille. Avec nos différentes thématiques, nous arrivons à canaliser nos jeunes filles qui étaient vraiment en difficulté. Après l'ESC, nous les référons dans les services de planning familial, nous les référons dans les services d'apprentissage. Elle, comme ça, dans son cas, il fallait qu'on la réfère dans le service de planning familial pour que vraiment elle puisse espacer ses grossesses, puisse se mettre elle-même en sécurité d'abord et pouvoir faire une activité pour pouvoir réussir. aujourd'hui, c'est quoi, vous particulièrement, votre défi? Aider nos jeunes filles, nos jeunes sœurs à ne plus vivre cette vie de vulnérabilité et d'être des personnes autonomes. C'est moi mon défi et je pense que je vais y arriver. Un peu plus loin dans le quartier populaire d'Anono, Agnès Kwaku, à peine la vingtaine, avait espéré que l'éducation lui permette d'accéder à une vie meilleure. Élevée par sa sœur aînée, elle a été poussée dans ses études. Mais en 2015,
Sa grande sœur tombe malade et décède. Désemparée, Agnès abandonne l'école et se livre à la prostitution. Je vivais une vie de débauche. C'était les bars, les maquis, les sorties, avoir plusieurs partenaires. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça avant? Ce qui m'a poussé, c'est que c'est ma grande soeur qui faisait à peu près tout pour moi. Elle payait ma scolarité, j'étais en classe de 6e. C'était en 2013-2014. Et puis quand elle est morte, je me suis retrouvée totalement, on peut dire seule. Il n'y avait pas de parents qui va me dire qu'il faut agir comme ça ou bien soit faire comme ça. J'étais livrée à moi-même. Il y avait quelques charges qui pesaient sur moi que moi-même je devais faire. Je me suis dit que en allant vers cette vie-là, c'est sûr que je vais en avoir. Donc c'est ce qui m'a poussée à avoir cette vie de débauche-là. Est-ce qu'il t'arrivait d'aller à l'hôpital et qu'on te parle de planning ou bien de protection? Oui, ils m'ont parlé du planning familial. Présentement, j'ai placé l'implant. Et puis, ils m'ont donné des conseils que quand tu es une jeune fille, tu dois totalement te caser sur un seul homme ou soit rester comme ça, prendre ta vie en charge. En Côte d'Ivoire, même s'il n'existe pas de données spécifiques sur les grossesses précoces dans les bidonvilles de la capitale ivoirienne, au plan national, on estime à 49,5% les adolescentes ayant déjà eu un enfant ou qui sont enceintes avant 19 ans, selon une étude menée conjointement sur la période 2011-2022 par le fonds Muskoka, l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS et l'ONU Femmes. Le document révèle par ailleurs que près de 39% d'entre elles ont commencé leur vie féconde étant déscolarisées, soit un taux plus élevé que celui des filles ayant été à l'école. Dans cette vague d'ignorance, beaucoup d'adolescentes ont contracté le VIH-Sida. Depuis le mois de février 2023, Mélanie Kwame, aide-soignante au centre de santé urbain dans le bidonville de Colombie, assiste quelques-unes. On leur donne des conseils, de pouvoir vraiment se retrouver, c'est pas la fin du monde. On néglige pas les prises de médicaments, puis elles se retrouvent. Il y en a qui ne veulent pas prendre, mais avec les conseils, elles arrivent à accepter de prendre les comprimés. Il y a les adolescents, 20 ans, 18 ans, 21 ans, on a tous ces cas-là. Ils sont dans les quartiers, il y en a même, ils ont eu des enfants, on ne connaît pas le père, c'est sa mère qui s'occupe d'elle. Il y en a aussi qui vivent avec le mari, mais le mari ne s'occupe pas d'elle. Avec les prises de médicaments, c'est compliqué. Je pense que les méthodes contraceptives sont bien pour les jeunes filles de 20 à 24 ans pour pouvoir vraiment se préparer avant d'avoir un enfant. Si l'État aussi peut aider, puisqu'il y a un petit prix à payer sur ce cas-là, si l'État peut aider, qu'on dispose des implants, qu'elles viennent, si c'est un peu gratuit pour ces gens, des personnes qui n'ont pas l'argent, je pense que beaucoup vont se mettre. Simawa, Olivia, Agnès et Déborah ont pu avoir un accompagnement d'éducation sexuelle et d'accès aux services de planification. De nombreuses adolescentes n'ont malheureusement pas cette chance et elles s'adonnent à l'avortement clandestin en cascade. C'est le cas de Justine, nom d'emprunt. Une jeune fille accueillie un mardi du mois de septembre au centre de santé d'Anono. Madame Zouo, la sage-femme qui l'a reçue la veille de nos échanges au service de planification familiale, raconte. Hier, par exemple, j'ai reçu 2 jeunes filles. Elles sont dans un groupe de filles, en fait. Et donc, hier, quand elles sont venues, elle a dit qu'elle est venue faire d'abord son pansement pour l'implant, mais qu'elle est venue avec sa camarade qui veut faire aussi l'implant également. Elles ont quel âge les deux? Bon, je crois 17 ans, 16 ans. Et donc, je lui ai demandé quand même les dates de ces dernières règles. Elle m'a donné la date de ces dernières règles. Maintenant, sa camarade a insisté pour qu'on fasse un test de grossesse. Ça dit qu'il y a des choses qu'elle me cachait en fait. Donc, quand j'ai fait le test était positif. Ça veut dire qu'elle était enceinte? Elle était enceinte. C'est là que j'ai poussé encore les investigations. Je lui ai demandé, mais tu étais enceinte parce que le deuxième trait était un peu flou. Soit tu as fait un avortement il n'y a pas longtemps, donc il y a encore des éléments dans l'urine, donc le test peut réagir. Ou dans le cas contraire, il y a une grossesse qui est en cours. Et elle m'a dit non, qu'en fait, elle a pris des comprimés chinois. Ça fait maintenant 2 semaines.
Je lui ai dit, mais quand tu as pris les comprimés, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as saigné, il y a eu quoi? Bon, je lui ai posé des questions, il m'a dit oui qu'elle a saigné un peu, tout et tout. J'ai dit, bon, ok, je vais t'examiner. Je l'examine, elle a une petite masse d'environ 8 semaines. Ça veut dire une grossesse de 2 mois. Donc je lui ai dit, bon, ta grossesse est toujours là. Donc il va falloir faire une échographie pour voir la viabilité. Elle m'a dit, ok. Donc je lui ai donné rendez-vous ce matin pour faire l'échographie. Mais elle n'est pas venue. Depuis ce matin, je ne l'ai pas vue. Elle est élève, étudiante? Non, elle n'est pas élève. Elle est déscolarisée. Aux dernières nouvelles, Justine n'a plus donné signe de vie, ni à son amie, ni à la sage-femme du centre de santé d'Anono. Selon l'OMS, plus de 25 millions d'avortements non sécurisés se produisent actuellement chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, les chiffres sont alarmants. 230 000 avortements clandestins enregistrés par an et dans 78% des cas, ils sont commis par des adolescentes de 15 à 19 ans, d'après les derniers résultats des enquêtes Performance Monitoring for Action menées de 2018 à 2020 et publiées en avril 2021. Pour tenter de comprendre le phénomène, Dr Cynthia Bailly, sociologue à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a conduit une étude en 2021 pour l'Organisation Médecins du Monde. Il y a une forte demande de services d'avortement clandestins. L'étude nous a permis de mettre en évidence le profil de ces femmes qui sont en fait des femmes dans situation d'une certaine vulnérabilité, on va dire. Il s'agit notamment des élèves qui sont économiquement dépendantes de leurs parents et ou de leurs partenaires sexuels. Il s'agit également des femmes célibataires qui ne sont pas socialement autorisées à porter une grossesse et aussi des plus jeunes qui ne sont peut-être pas physiquement ou médicalement, si comme les médecins vous le diront, aptes à porter une grossesse. Donc c'est ce profil des femmes dans une certaine situation de vulnérabilité qui est en demande de services d'avortement. Pour lever les barrières qui résistent encore autour de la sexualité des jeunes, les ONG ivoiriennes et spécialistes en santé se lancent au quotidien dans une bataille acharnée pour le changement de comportement et de mentalité. Depuis 2020, Michel Gonto, une sage-femme engagée sur les questions de santé sexuelle et reproductive, casse les codes et les clichés autour de la sexualité des jeunes qui restent encore tabous dans les familles ivoiriennes. Avec sa plateforme en ligne Case Maternelle, elle s'évertue à partager les bonnes informations pour aider parents et jeunes filles présents sur Internet. Il faut être prête à porter une grossesse. C'est très, très, très important. Ça fait qu'on vit mieux la grossesse. Parce que tomber enceinte à 14 ans, à 15 ans, 16 ans, ce sont des grossesses à risque. Donc c'est pourquoi les parents devraient travailler en sorte que les enfants n'en arrivent pas là. Je dis toujours, un enfant ne devrait pas être parent. On en arrive là aujourd'hui parce qu'il y a trop de tabous derrière la sexualité. Pourtant, quand on prend le temps de parler de sexualité à son enfant, eh bien, on a le temps de lui inculquer nos valeurs. Parler de sexualité à son enfant, c'est pas lui apprendre comment faire l'amour, non. C'est déjà commencer par établir le contact, lui parler des organes sexuels, de comment ça fonctionne. C'est des relations qu'on établit dès l'enfance. Donc, parents, prenons nos responsabilités. Et à vous aussi, jeunes filles, 16 ans, c'est pas un âge pour dire qu'on va faire un enfant. Si vous n'avez pas d'informations, il y a des moyens pour être sexuellement active sans tomber enceinte. Rapprochez-vous de votre centre de santé, rapprochez-vous des sages-femmes. Oser parler de sexualité à son enfant, en tout cas, c'est ce que pensent certains parents. À mon avis, c'est possible de pouvoir faire éviter ce phénomène de la puberté. Si on en parle à l'enfant, elle peut savoir les conséquences et elle pourra vraiment prendre soin d'elle-même et puis éviter de prendre les grossesses n'importe comment. Très important d'en parler avec les adolescents surtout. Lorsqu'on cache certaines choses, les enfants cherchent à découvrir. Il faut en parler pour que les enfants prennent conscience. C'est important. Puis j'ai 2 filles. En tout cas, je pense à ça. Comment faire pour les amener à comprendre certaines choses? Parce que si sincèrement tu n'en parles pas, elles vont découvrir pourquoi ils disent de ne pas faire. Avec ton enfant, il faut parler du sexe. Pour ne pas que quand il découvre après, ça devient autre chose. Donc tu lui parles de ça. Quand tu as tes menstrues, comment tu vas faire? Tu passes de ça à ton enfant. En tout cas, moi, je parle de ça à ma fille. Parler de sexualité avec ton enfant, c'est très important dans la vie. Ça permet de développer l'esprit de l'enfant au niveau du sexe. Cycle menstruel, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Elle est dans l'ignorance, les grossesses précoces. C'est tous les maladies même sexuelles. Le sida comme ça là.
pour éviter tout ça là. Souvent, si on peut faire le coup d'éthique, on fait, ça ne dérange pas. Aujourd'hui, l'absence de loi spécifique sur la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire rend plus difficile la lutte pour l'amélioration des droits et santé sexuelle et reproductifs, ainsi que la réduction des grossesses chez les adolescentes. En attendant, que faire pour gagner le pari de zéro grossesse précoce et avortement clandestin dans les bidonvilles où la culture et les croyances vis-à-vis de la sexualité ont souvent la peau dure? La question mérite réflexion. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.